Aux confins du monde connu réside un mystère. Comment un peuple ancien de prétendus sauvages et de cannibales a-t-il pu traverser un océan de 25 millions de kilomètres carrés dans des pirogues primitives au cours d'une des plus grandes expéditions de tous les temps? Les experts s'interrogent depuis des siècles. Mais aujourd'hui, une équipe de scientifiques et d'aventuriers découvre de nouveaux indices étonnants qui nous aident à mieux comprendre qui ils étaient et d'où ils venaient. Et le plus incroyable, c'est qu'ils ont peut-être découvert l'Amérique plusieurs siècles avant Christophe Colomb. Peuple d'explorateurs, ils ont conquis le Pacifique bien avant les Européens. Puis, on a perdu toute trace d'eux et de leurs terres jusqu'à aujourd'hui. Qui étaient-ils? Que leur est-il arrivé? Et quel était leur secret? L'île de Pâques, un point minuscule perdu au milieu du Pacifique, à des milliers de kilomètres de tout. Cette île célèbre, appelée Rapa Nui en pasquan, abrite de mystérieuses statues. Mais le plus grand mystère reste ses habitants eux-mêmes. Comment sont-ils arrivés là? Deux jeunes chercheurs ont décidé de répondre à cette question. Nous essayons de répondre à la controverse concernant les origines des habitants de l'île de Pâques. Qui furent les premiers à coloniser cette île? Et comment ont-ils localisé cet endroit perdu au milieu de nulle part, il y a de cela plus de 1000 ans? Grâce aux analyses ADN, nous espérons résoudre certains mystères qui entourent cette île. Nous recherchons les habitants les plus âgés de l'île et ceux qui sont, comme ils disent, les plus puros, c'est-à-dire qui ont une ascendance Rapa Nui du côté maternel et paternel à la fois. En analysant l'ADN des anciens, les chercheurs espèrent en découvrir plus sur leurs origines. Votre sang est très vigoureux. C'est vrai? C'est bien. Nous prélevons l'ADN d'une femme dont le nom de famille indique qu'elle a un arbre généalogique intéressant. Donc on veut essayer de le reconstituer. Et le père de ton père? Il s'appelait Mathias. Il faudra plusieurs semaines pour collecter et tester tous les prélèvements ADN. Mais les membres de l'expédition sont d'ores et déjà fascinés par ce que racontent les anciens. Ils affirment que leurs ancêtres sont venus d'un continent insulaire aujourd'hui disparu, Hiva, quelque part dans le Pacifique. D'après notre histoire, lorsque Hiva a été englouti, tous ses habitants ont émigré. Sturla et Durita sont bien décidés à découvrir la vérité sur ces aventuriers et sur Hiva, leur continent perdu. Accompagnés par un groupe de scientifiques, ils comptent remonter cette piste pour voir jusqu'où elle les mène. C'est tellement fascinant d'être là et de chercher. Là en bas. D'après les anciens, c'est sur cette partie de l'île que tout a commencé. Là où sont arrivés les premiers habitants menés par leur chef, Otu Matua. Nous sommes sur la plage où, d'après la légende, le tout premier roi, Otu Matua, a débarqué sur l'île. Et Otu Matua venait du continent perdu, Hiva. Tandis que les chercheurs continuent leur enquête, d'autres spécialistes suivent la même piste de l'autre côté du Pacifique. Leur point de départ? Un groupe d'îles situées à plus de 3000 km au nord-ouest. Un archipel lointain, les îles Marquises, qui fait partie du vaste territoire de la Polynésie. Comme celle de l'île de Pâques, une grande partie de l'histoire des îles Marquises reste un mystère. On commence dans ce coin, on réduit à 50 et ensuite on ratisse. Barry Rolette travaille ici depuis 20 ans dans le but de retrouver les traces de ce continent ancestral perdu.
On va continuer là. Qui était ce peuple ancien qui vivait ici? Aurait-il pu coloniser l'immense étendue du Pacifique? On creuse la couche supérieure pour atteindre la couche culturelle plus riche, qui contient tous les objets laissés par les gens qui ont vécu ici. Avec son équipe, il fouille un site côtier remarquable, l'un des plus anciens de Polynésie orientale, à la recherche d'indices datant de plus de 1000 ans. C'est un objet en fer. Des objets qui pourraient nous éclairer sur le passé chargé de mystères des Pasquans et des Polynésiens. Hey, Kyo, c'est quoi ça? Barry Rolette pense que le clan qui vivait ici a bel et bien colonisé le Pacifique. C'est très joli. Milieu ou fin du 19e. Et les objets comme cet ornement en os sont autant de pièces à conviction. Celui-là va au musée. Mais sa théorie va à l'encontre de ce que pensent les experts depuis des années. Les premiers écrits des explorateurs européens du XVIIIe siècle parlent d'îles à la végétation luxuriante, mais qui présentent un côté obscur. Une terre de cannibales tatoués. Des sauvages arborant les crânes de leurs ennemis comme autant de trophées. Les Marquises sont alors considérées comme l'un des endroits les plus sauvages de la planète, et ses habitants comme des barbares, ni plus ni moins. On va traverser la rivière. La part la plus violente de la vie marquisienne se déroulait au cœur de la jungle. Des cérémonies religieuses assorties de sacrifices humains. Lorsqu'un prêtre réclamait un sacrifice humain, le clan partait dans une vallée voisine et s'emparait d'un pauvre innocent. Ces offrandes, violentes et très ritualisées, étaient pratiquées par tous les clans. Les chefs et les prêtres mangeaient la chair de la victime. Non pas comme de la nourriture, mais comme un acte de communion. Ce n'était pas du cannibalisme pour nourrir la population. Ça se déroulait dans un cadre très ritualisé et religieux. Rien d'étonnant alors à ce que les premiers explorateurs considèrent les Marquisiens comme des sauvages. Ils ne possèdent pas de langage écrit, pas d'histoire, et à l'époque, ils sont isolés et ne voyagent quasiment pas. Mais les recherches de Barry Rolette semblent prouver que les ancêtres des Marquisiens étaient plus sophistiqués, plus civilisés qu'on ne l'imaginait. On va traverser la rivière ici. Des siècles de végétation cachent les secrets de cette civilisation. Joseph, on va débrousser un peu. La vallée de Vaitahu était l'une des plus peuplées dans le passé. Tout laisse à penser qu'il s'agissait d'une société sophistiquée dont la hiérarchie complexe était dominée par les prêtres et les chefs de clan. Ici, c'est la résidence d'un chef. Voici le mur de soutènement de la plateforme du chef. Regardez la taille des pierres à la base du mur. Je fais 1,80 m. Ce mur doit faire 2,40 m de haut. En l'occurrence, ici, la taille fait toute la différence. Parce que la grosseur des pierres et la hauteur du mur reflètent le statut de celui qui vivait là. Les chefs les plus puissants se faisaient construire d'immenses plateformes en pierre, des pai-pai, qui servaient de fondation pour les habitations et les cérémonies publiques. Tout cela participait d'une structure clanique élaborée et parfaitement ordonnée.
Pour les jeunes garçons, le premier rite de passage vers l'âge d'homme prenait la forme d'un tatouage complexe. L'ancrage était pratiqué à l'aide d'outils fabriqués à partir d'os humains ou de poissons et de dents de requin. Le pigment était fait avec de la cendre de noix brûlée. Dorénavant et jusqu'à sa mort, chacune de ces batailles serait immortalisée sur sa peau. Pour ce jeune homme, c'était un incroyable voyage qui commençait. Au cœur de la jungle marquisienne, l'anthropologue fait une découverte étonnante. On va aller trouver le truc. C'est là. C'est là. Voilà les pétroglyphes. Voilà, tu vois les deux pétroglyphes. Au cœur de la Polynésie française, un surprenant écho de l'île de Pâques. Des pétroglyphes et de grands tikis semblables aux statues pasquales. Voilà l'un des quelques sites pétroglyphiques de la vallée. Les tikis, les pétroglyphes, sont des représentations d'ancêtres déifiés. La tête était la partie la plus sacrée du corps. Donc ce qu'on voit ici, ce sont les yeux du tiki. Ces pétroglyphes sont vraiment intéressants car ils ressemblent beaucoup à ceux qu'on trouve sur l'île de Pâques. Les îles Marquises sont l'un des rares endroits de la planète, avec l'île de Pâques, où l'on trouve ce type de tiki géant. C'est un parallèle troublant, le premier signe d'une colonisation polynésienne. Mais la chasse aux indices ne fait que commencer. Sur un archipel isolé du Pacifique, Barry Rolette et son équipe essayent de rassembler les preuves d'une théorie controversée. On va réduire les carrés à 75. Pendant des siècles, les historiens ont estimé que les anciens Polynésiens étaient bien trop primitifs pour naviguer dans le Pacifique et coloniser d'autres îles. Jusqu'à récemment, les historiens et archéologues pensaient qu'il était trop difficile de traverser l'océan. Et que donc, une fois que les Polynésiens ont atteint des îles comme les Marquises, ils se sont retrouvés isolés et ont cessé de voyager. Les Polynésiens étaient considérés comme des colons accidentels arrivés par hasard, poussés par le vent et échoués sur leurs îles. Mais Barry Rolette pense qu'ils étaient bien plus avancés. On va appeler cette couche la couche C, parce que ça devient plus sombre là. Et qu'ils se lançaient dans de longues expéditions pour faire du commerce et coloniser d'autres îles. Nous cherchons des preuves archéologiques de voyage et d'échanges entre les îles. C'est une théorie passionnante, mais il faut des éléments concrets pour l'étayer. Fais voir. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas commun. C'est un animal marin. Pour l'instant, il n'a rien trouvé de concluant. Seuls certains objets précis lui apporteraient l'éclairage qu'il cherche sur le passé. Mais les fouilles de Barry Rolette n'ont encore rien donné. À moins que... Jackpot. Jackpot, c'est quoi? Un hameçon. Magnifique, jackpot. C'est un hameçon en coquillage. Je vais le nettoyer. C'est rare de retrouver un hameçon comme ça, entier, pendant des fouilles. Donc je note l'endroit où il a été trouvé. C'est un hameçon en coquille d'huître perlière. Premier indice d'importance. C'est d'autant plus rare qu'on trouve ces huîtres plutôt dans des lagons et qu'il n'y a pas de lagon aux Marquises. Cet hameçon provient donc d'autre part. Mais d'où? L'île la plus proche dont les lagons abritent ce type d'huître perlière se trouve à plus de 1000 km, dans l'archipel des Tuamotu. Comment ce coquillage a-t-il pu arriver jusqu'ici, d'aussi loin? Nous pensons que les morceaux de coquilles d'huître perlière que nous avons retrouvés ici venaient des Tuamotu et ont fait l'objet d'échanges commerciaux entre les archipels.
c'est un bon début. Mais il n'a aucune preuve des échanges commerciaux inter-îles. Et les pirogues ayant disparu depuis longtemps, la théorie est difficile à prouver. Comme les archéologues n'ont retrouvé aucune trace des grandes pirogues en bois dont se servaient les Polynésiens, nous sommes obligés de chercher d'autres preuves des échanges et des voyages inter-îles. Les fouilles se poursuivent. Et Barry Rolette touche enfin au but grâce à une autre trouvaille. C'est un type de hachette ancienne servant à tailler le bois, appelé herminette, l'outil le plus important dans l'ancienne Polynésie. On s'intéresse tout particulièrement aux herminettes en pierre. Celle-ci est incroyable. L'herminette était l'outil de base des Polynésiens pour travailler le bois. Il est rare d'en trouver d'aussi grosses, elle pèse au moins 5 kilos. Barry Rolette fait une découverte inattendue concernant ces herminettes. Nous avons découvert que dans les couches les plus profondes du site, plus de la moitié des herminettes sont taillées dans de la pierre qui a été apportée sur Tauata. La pierre utilisée pour tailler ces outils n'existe pas sur l'île. Tout comme l'hameçon, elle vient d'ailleurs. Et dans le cas présent, on pense connaître sa provenance. Si la théorie se vérifie, ce sera la preuve formelle de voyage au long cours. Barry Rolette s'est adjoint l'aide d'un vulcanologue, John Sinton. Notre objectif était de trouver la carrière d'où était extraite cette pierre. D'autres avant eux ont déjà essayé de localiser cette carrière, en vain. Ils décident de louer un hélico pour se rendre sur l'île d'Eiaho. Isolée et déserte, Eiaho se trouve à des centaines de kilomètres du site de Barry Rolette. Mais l'anthropologue pense que la pierre qu'ils y trouveront pourrait correspondre aux herminettes. Par un beau matin ensoleillé, l'hélicoptère les dépose sur l'île. On a sauté de l'hélico. Le pilote nous a dit qu'il reviendrait nous prendre 5 jours plus tard. Les deux scientifiques s'enfoncent sans plus attendre dans l'épaisse végétation de l'île. Ils ont des vivres et de l'eau pour 5 jours seulement. Eiaho a la réputation d'une île qui porte malheur, hantée par les esprits des peuples anciens. Après 4 jours de recherche, ils n'ont rien trouvé et sont épuisés. On a cherché, on a escaladé les crêtes, traversé des plateaux à la recherche de cette carrière, sans eau potable, sans eau pour se laver. On était absolument crasseux et on sentait terriblement mauvais. Ils sont sur le point d'abandonner lorsque la chance leur sourit. La veille du jour où l'hélico devait revenir, on a traversé un petit ravin et nous avons découvert l'atelier de taille des herminettes. Ils ont peut-être trouvé ce qu'ils cherchaient, la pierre dans laquelle ont été taillées les herminettes. Quand on a commencé à fouiller parmi les éclats de pierre, on a compris qu'il y avait là le résultat de centaines d'années de débitage destinées à la fabrication des herminettes. Les fragments de pierre semblent correspondre, mais il faut le prouver de manière scientifique. Ils en rapportent des morceaux au labo pour vérifier leur théorie. Cette pierre vient de l'île d'Eiaho, dans les Marquises. C'est ce que les archéologues appellent le noyau, c'est-à-dire la source principale dans laquelle étaient taillées les herminettes. John Sinton compare la pierre rapportée d'Eiaho avec les herminettes de Barry Rolette. Il doit faire entrer la pierre en fusion afin d'analyser sa composition chimique. La composition chimique est l'équivalent de l'empreinte digitale du fragment. Et si on retrouve des outils ailleurs dans le monde qui ont exactement la même composition, ça veut dire que la pierre provient d'Eiaho. La pierre en fusion est compressée pour obtenir des disques de verre qui permettent à John Sinton d'en analyser les composants. Les résultats sont saisissants. La pierre provenant de la carrière est identique à celle des outils retrouvés sur l'île. Elles correspondent parfaitement. C'est un lien tangible entre ces deux îles éloignées. Nous avons retrouvé la carrière. Ils avaient installé un atelier de taille d'herminettes sur Eiaho et ils les exportaient vers Tahiti, les Tuamotu et Mangareva. Ces herminettes, en provenance d'Eiaho et que l'on retrouve des îles Marquises à Tahiti, prouvent l'existence d'une route commerciale régulière couvrant des centaines de milliers de kilomètres, bien plus étendue que ce qu'on imaginait.
Cette découverte par Barry Rolette et son équipe bouleverse les études sur la Polynésie ancienne. Ça a été une révélation, parce que ça prouvait qu'il y avait une sphère d'échange qui reliait les îles Marquises aux autres archipels du centre de la Polynésie orientale. Les herminettes sont la preuve de l'existence de longs voyages aller-retour voulus entre les îles. Ça donne un point de vue radicalement différent sur les sociétés polynésiennes. On découvre qu'elles n'étaient pas isolées, mais qu'il y avait des interactions et des communications entre elles. Ces découvertes spectaculaires laissent supposer que les sociétés polynésiennes préhistoriques étaient beaucoup plus avancées que ne le pensaient les historiens. Il reste désormais une question cruciale à élucider. Les anciens Polynésiens ont-ils voyagé jusqu'à l'île de Pâques? Et quelle vérité se cache derrière la légende d'Otumatua et de son continent perdu, Iva? Les anciens de l'île de Pâques sont formels. Leurs ancêtres venaient d'une terre ancienne appelée Iva. Pour eux, les faits sont simples. Iva est une terre de falaises escarpées et recouverte de végétation où règnent des guerriers tatoués et des clans redoutables. Un conflit éclate et les clans rivaux se déclarent la guerre. Le chef Otumatua prépare ses hommes au combat. Ils se battent pour le contrôle de l'île, pour leur patrie. Otumatua et ses hommes perdent une bataille décisive. Vaincus, ils doivent fuir. Le roi doit trouver une nouvelle patrie pour son peuple. Le grand prêtre voit en rêve une île lointaine, située à l'est, en direction du soleil levant. Otumatua sait qu'ils doivent quitter l'île avant que d'autres de ses hommes ne soient tués. Il ordonne à des éclaireurs de chercher l'île que le prêtre a vue en rêve. Voilà l'histoire, telle que la racontent les Pasquans. Mais les anciens Polynésiens de l'archipel des Marquises étaient-ils vraiment capables de voyager aussi loin? Des milliers de kilomètres à travers l'océan? Possédaient-ils seulement les bonnes embarcations? C'est la question cruciale à laquelle le restaurateur de bateaux Bono Louis tente de répondre. On a conçu cette pirogue-là, on a fait des recherches. C'est une pirogue de guerre. En l'absence de documents écrits sur l'histoire maritime, Bono Louis est obligé de s'appuyer sur le savoir transmis oralement à travers les siècles afin de reconstruire une pirogue traditionnelle. Et le modèle, d'après l'histoire, on dit le shape a été pris sur le coco. Parce qu'elle a un modèle demi-arrondi en dessous et elle a la forme plate. La pirogue est sculptée dans le bois d'un arbre spécial que l'on trouve sur l'île. Idéal pour les voyages au long cours. D'après l'histoire, les anciens, ils prennent plutôt le bois de... C'est un bois qui est léger et résistant à la mer. Bono Louis a grandi ici, à plus de 3000 km de l'île de Pâques. Mais étrangement, il a été bercé par les mêmes légendes que les Pasquans.
Des légendes sur une tribu vaincue qui se lance dans un grand voyage sans retour. D'après les histoires, l'histoire, avant ici, c'est un clan qui est obligé de partir parce qu'il y a la mort derrière. Il n'y a pas d'autre possibilité de s'enfuir avec une pirogue pour partir. Et ça leur donne du courage pour découvrir les îles. Les autres îles, là, on peut habiter. Ils chargent les pirogues pour le grand départ. Et ils emportent avec eux une pierre sacrée d'Iva vers leur nouvelle patrie. C'est ainsi que commence le périple d'Otumatua et de ses hommes. Un voyage qui va leur faire traverser des milliers de kilomètres d'océan. Ils vont affronter des tempêtes, une mer démontée et un soleil implacable pour s'aventurer vers l'inconnu. La pirogue sera leur maison pendant des semaines interminables. Et sans escale, la nourriture et l'eau potable devront être rationnées. S'il n'y a pas assez de nourriture, donc il y a ce danger. Et s'il n'y a pas de pluie, il y a danger. Ils doivent se contenter de quelques noix de coco et des poissons qu'ils parviennent à pêcher. Ils pêchent souvent des requins. Comme c'est un poisson qui est très dangereux. Le danger est omniprésent, mais aussi l'espoir d'une terre lointaine à l'horizon. Voilà la légende des Pasquans. Bono Louis va maintenant pouvoir vérifier un des éléments essentiels de cette histoire. En prenant la mer avec son équipage, il constate que ces pirogues anciennes constituent d'excellentes embarcations. Et il possède une autre information importante. L'île de laquelle il s'élance porte le nom ancestral d'Ivaoa. De fait, si l'on en croit cette vieille carte, datant d'il y a 300 ans et provenant d'un grand prêtre tahitien, de nombreuses îles de la région portaient autrefois le nom d'Iva. Le même nom qui revient dans les histoires des Pasquans. Ivaoa se trouve aujourd'hui dans l'archipel des Marquises. Encore un point commun remarquable avec la légende. Après tous ces siècles, aurait-on enfin retrouvé le mythique continent disparu ? On sait que les anciens Polynésiens naviguaient sur les mers du Sud. Mais une question divise les spécialistes depuis des siècles. Auraient-ils pu se lancer dans des traversées au long cours, comme l'incroyable périple vers l'île de Pâques ? Après tout, l'océan Pacifique recouvre un tiers de la surface du globe. Beaucoup d'historiens et de scientifiques pensaient que les Polynésiens avaient traversé l'océan par accident, poussés par des vents contraires. Pendant longtemps, on a considéré les anciens Polynésiens comme un peuple beaucoup trop primitif pour entreprendre une traversée vers des contrées lointaines. Pourtant, un objet précis semble prouver le contraire. Un genre de carte marine appelé stick chart, faite de tiges de fronde de cocotiers liées ensemble pour représenter les courants océaniques. Des petits coquillages fixés au cadre marquent l'emplacement des îles. Cette carte représente toutes les îles visitées. Un élément de plus pour étayer la thèse de Barry Rolette qui pense que les anciens Polynésiens ont entrepris de naviguer dans le Pacifique avec pour objectif de coloniser les îles qui s'y trouveraient. Notre nouvelle théorie, c'est que la découverte et la colonisation de la Polynésie se sont faites de manière systématique et intentionnelle, et pas du tout accidentelle. Jusqu'à récemment, les historiens pensaient que les traversées au long cours sur le Pacifique auraient été impossibles, pour deux raisons principales. D'abord, le vent. Un voyage vers l'île de Pâques les aurait emmenés en direction du soleil levant, d'ouest en est. Or, dans le Pacifique, les vents des tropiques soufflent dans la direction opposée, d'est en ouest, le long de l'équateur. Ce sont les alizés. Et nombreux sont ceux qui pensaient que les alizés rendaient un voyage vers l'est impossible. Mais Barry Rolette a remarqué quelque chose concernant les îles. À certaines périodes de l'année, les vents tournent.
Aujourd'hui, c'est un jour inhabituel. En général, le vent souffle des montagnes et aujourd'hui, le vent vient de la mer, de l'ouest. Dans le passé, la plupart des historiens se sont référés au vent dominant, sans tenir compte des changements saisonniers. Ces vents changeants sont les vents d'ouest. Les navigateurs de l'Antiquité les connaissaient déjà. Les vents d'ouest avaient des saisons et les Polynésiens les attendaient pour se rendre à un endroit qu'ils auraient eu du mal à atteindre autrement. Voilà qui pourrait permettre à une pirogue, comme celle d'Otumatua, de naviguer vers l'est, poussée par le vent. Mais il reste un deuxième obstacle majeur, la navigation. Comment repérer une île dans un océan immense sans compas ni autre instrument? C'est la question à laquelle Nainoa Thompson et la Polynesian Voyaging Society tentent de répondre. Je suis persuadé que la navigation fait partie intégrante de notre identité en tant que peuple. Elle arrive. Ils veulent prouver que leurs ancêtres étaient capables de faire de longues traversées aller-retour sur l'océan Pacifique. Sortez la grande voile. Et qu'ils étaient suffisamment bons navigateurs pour le faire. On vire. Allez. Nainoa Thompson est maître navigateur. Il faut diriger la pirogue par là. Il a été formé auprès de l'une des rares personnes sur Terre à connaître les secrets des anciens pour se diriger d'après les étoiles. Le navigateur micronésien Mao Pielung a appris cet art qui se transmet par tradition orale, de génération en génération depuis plus de 3000 ans. Il l'a enseigné à Nainoa Thompson. Tout ce que nous faisons aujourd'hui sur cette pirogue m'a été enseigné par Mao. Comment faisaient les anciens pour se diriger sur l'immense océan Pacifique? Et dans une culture où l'écriture était quasi inexistante, comment se transmettaient les plans et les itinéraires? Pour Nainoa Thompson, la réponse est simple. Ils utilisaient les techniques de navigation céleste que le maître Mao Pielung a perpétuées jusqu'à sa mort à l'été 2010. Maintenant que Mao est mort, il ne peut plus revenir ici. Après la mort de maître Mao, Nainoa Thompson est désormais l'un des derniers navigateurs au monde à pouvoir transmettre ce savoir. Quand on vient ici pour étudier la navigation, il ne s'agit pas d'un simple exercice intellectuel académique. On fixe le cap. Nainoa Thompson veut maintenant prouver que ce savoir a permis à ses ancêtres de traverser des milliers de kilomètres d'océan pour atteindre l'île de Pâques. Au milieu du Pacifique, les membres de la Polynesian Voyaging Society tentent de démontrer que leurs ancêtres étaient capables de naviguer et se repérer sur de grandes étendues d'eau bien avant l'invention du compas. Hissez les voiles. Thompson veut prouver que même un équipage de jeunes explorateurs est capable de naviguer sans aucun instrument de navigation en utilisant les techniques ancestrales. On va garder le cap sur Tahiti pendant la première partie de la nuit, puis on fera route vers Hawaï. Donc pour ces étudiants, ce sera comme si on allait à Tahiti, puis qu'on rentrait ensuite à la maison en faisant demi-tour. Leurs instruments sont disponibles la nuit. Comme ses ancêtres, Nainoa a mémorisé une carte détaillée des étoiles. Mais peut-il utiliser ce savoir ancestral pour se diriger sur cet immense océan? Le compas des étoiles, autant que l'on sache, est vieux de 3000 ans. Il n'est pas magnétique, on ne le trouve pas dans une petite boîte. On le trouve dans le ciel, dans la nature, et il est défini par les étoiles qui se lèvent chaque nuit et se couchent chaque matin sur l'océan. La nuit est un moment intéressant. Ça peut être le meilleur moment comme le pire. Une nuit comme aujourd'hui, où on voit aussi bien les étoiles, nous donne des centaines de points de repère pour garder une route très précise. La position des étoiles au lever et au coucher permet de se diriger. Quelle direction? Sud-est, ouest. La voûte étoilée est comme un dôme qui abrite la Terre en son centre. Ce dôme tourne sur son axe autour de la planète bleue. La pirogue est au centre du dôme, immobile. La planète et les étoiles tournent autour d'elle.
Une perspective qui aurait de quoi inspirer les inventeurs de nos GPS modernes. On apprend le nom de 220 étoiles, donc 220 points de lever à l'est et 220 points de coucher à l'ouest. Mais au beau milieu de la nuit, Nainoa est inquiet. Ils ont dévié de leur route. Ils le voient à un signe qui ne trompe pas. Si vous regardez Kamakaonui Omaui, les 3 étoiles de la tête forment normalement une ligne droite verticale vers le sud. Kamakaonui Omaui est le nom polynésien de la constellation du Scorpion. Pendant des milliers d'années, les anciens navigateurs se sont repérés à cette constellation pour se diriger vers le sud. Ils doivent redresser le cap. Lorsque les 3 étoiles de la tête du Scorpion sont à la verticale, elles vous indiquent la direction de Tahiti. Donc, il faut aller plus à l'est. Ouvrez la voile arrière. On ouvre la voile arrière pour nous aider à bien prendre le vent et nous diriger vers l'est. On rectifie notre trajectoire de 25 degrés pour aller vers Tahiti. L'équipage espère avoir fait le bon choix. Une fois qu'on a pris une décision, on ne peut plus changer, c'est fini. On ne peut plus prendre d'autres décisions avant le prochain lever ou coucher du soleil. Cette traversée n'est qu'une partie du long voyage que Nainoa Thompson a entamé il n'y a pas si longtemps. En utilisant les techniques d'orientation ancestrale, il a voulu voir s'il pouvait aller des Marquises jusqu'à l'île de Pâques en pirogue. Et ce, sans l'aide d'aucun instrument de navigation moderne. Thompson et son équipage ont réussi à s'orienter et à boucler le périple en un peu plus de 6 semaines. L'expérience de Thompson était l'élément manquant pour étayer la thèse des spécialistes. La preuve qu'Otumatua aurait pu faire la traversée entre Iva et l'île de Pâques. Et que ce voyage n'est peut-être pas une légende. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'Otumatua a navigué avec nous durant ce voyage. Mais je peux dire qu'il était toujours présent dans notre esprit. Ses qualités, ce qu'il avait accompli et ce qu'il représentait, tout ça nous a donné de la force en tant que marins durant le voyage et fait prendre conscience du privilège qu'on avait. Mes ancêtres ont exploré l'océan, parcouru des distances bien plus grandes que beaucoup d'autres cultures. On se rend compte aujourd'hui à quel point ils étaient intelligents, forts, courageux et ingénieux. Et pouvoir être fiers de nos ancêtres nous rend fiers de ce que nous sommes aujourd'hui. La découverte de l'île de Pâques par les anciens Polynésiens représente l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'exploration humaine. Et certains spécialistes vont même jusqu'à penser que ce n'était peut-être qu'un début. Serait-il possible que les Polynésiens aient atteint l'Amérique plusieurs siècles avant Christophe Colomb? Dans la quête pour retracer les expéditions des anciens Polynésiens, les pièces du puzzle commencent enfin à se mettre en place. Ces explorateurs possédaient bien les outils et le savoir nécessaires pour coloniser le Pacifique. Mais y a-t-il des preuves qu'ils soient allés jusqu'à l'île de Pâques et au-delà? La seule preuve valable se trouve dans le sang des Pasquans eux-mêmes. Sur l'île de Pâques, les résultats des tests ADN vont bientôt arriver. La dernière pièce du puzzle. On a récolté 21 prélèvements sanguins sur l'île de Pâques auprès des personnes âgées et on a hâte de voir les résultats. Ils cherchent à découvrir d'où sont originaires les Pasquans et jusqu'où leurs ancêtres ont voyagé. Les recherches sont effectuées dans un laboratoire en Norvège. Contrairement à ce que beaucoup d'historiens et de scientifiques ont écrit sur les Pasquans, ces derniers affirment que leurs ancêtres venaient d'une patrie ancestrale appelée Iva. C'est ce que nos recherches ADN tentent d'établir. À la lecture des résultats, Sturla est fou de joie. Nos études confirment que leurs ancêtres venaient bien du centre de la Polynésie orientale. C'est la preuve qu'ils cherchaient. Les ancêtres des Pasquans venaient bien de Polynésie. Otumatua, où l'un de ses compatriotes, a bien fait ce long voyage. C'est ce que beaucoup d'experts soupçonnaient déjà, mais cela n'avait jamais été prouvé.
Les résultats réservent une autre surprise. Parmi les prélèvements, 2 se sont révélés très intéressants et étonnants. Les ADN de ces 2 personnes montrent des similitudes génétiques avec la population sud-américaine. Ce qui indiquerait des voyages encore plus lointains. Les résultats suggèrent que les Polynésiens sont allés jusqu'en Amérique du Sud plusieurs siècles avant Christophe Colomb. C'est une théorie révolutionnaire. Les Polynésiens auraient découvert le Nouveau Monde bien avant Christophe Colomb. Mais la science peut-elle le prouver? Aux Marquises, Barré-Rolette s'intéresse à un autre élément de preuve surprenant. La patate douce. La patate douce nous aide à mieux appréhender l'étendue des voyages des Polynésiens. Aujourd'hui, on en trouve dans toute la Polynésie, mais elle n'en est pas originaire. C'est une plante originaire d'Amérique du Sud. Elle a donc été introduite en Polynésie. Comment est-elle arrivée là? Contrairement à la noix de coco, qui peut flotter sur l'eau, survivre plusieurs mois en mer, puis donner un cocotier si elle s'échoue sur une île déserte, la patate douce coulerait si elle tombait dans la mer. Donc, pour qu'elle soit venue d'Amérique du Sud jusqu'en Polynésie, c'est que quelqu'un l'y a apportée. On a retrouvé des restes carbonisés de patates douces en Polynésie qui dataient de 1000 ans avant Jésus-Christ. Les scientifiques pensaient jusqu'à récemment que c'était probablement les Sud-Américains qui avaient introduit la patate douce en Polynésie. Mais les découvertes de Barré-Rolette et les expéditions de la Polynesian Voyaging Society ont permis de révéler que les Polynésiens possédaient les instruments, les connaissances et les techniques nécessaires pour effectuer des voyages au long cours. Voilà qui remet tout en question. Aujourd'hui, nous pensons que ce sont les Polynésiens qui sont allés jusqu'en Amérique du Sud et en ont rapporté la patate douce. Les Polynésiens avaient des contacts et faisaient du commerce avec les îles des mers du Sud jusqu'en Amérique du Sud. Ils étaient les grands explorateurs de leur époque. Ils ont essaimé depuis leur patrie d'origine que les Pasquans appellent Hiva. Mais cette terre n'est pas exactement telle que l'on imaginait. Hiva a bel et bien existé, mais les premiers historiens ne l'ont pas cherché sous sa bonne forme. Selon nous, c'est d'ici que sont partis les Polynésiens pour coloniser l'île de Pâques, Hawaï et la Nouvelle-Zélande. L'île de Pâques, Hawaï et la Nouvelle-Zélande marquent les 3 sommets du triangle polynésien. Avec plus de 25 millions de kilomètres carrés, c'est le plus grand territoire culturel du monde. Les Américains et les Européens qui ont grandi sur un continent ont tendance à penser que la Terre est leur patrie. Mais pour les Polynésiens, leur patrie, c'est la mer. Pour eux, le monde est un immense océan ou territoire parsemé d'îles. L'anthropologue pense qu'Hiva n'était que le point central à partir duquel les anciens Polynésiens ont créé leur continent océanique. Hiva est une métaphore. Ce n'était probablement pas un continent, mais plutôt un groupement d'îles reliées entre elles par des voyages au long cours. Avec ses 25 millions de kilomètres carrés, le triangle polynésien était alors le 3e plus grand continent de la planète. Un continent voué à disparaître lorsque les Polynésiens ont cessé leur traversée. Lorsque le continent a disparu ou a été englouti, c'est tout simplement parce que les interactions ont cessé dans le triangle polynésien, ce qui a conduit à l'isolement de ces îles. Pour Barré-Rolette, le mystère est résolu. C'est incroyable. Quand on pense que les Polynésiens traversaient l'océan Pacifique, le plus grand océan de la planète, des siècles avant Christophe Colomb. Ainsi, ce que racontent les Pasquans est vrai. Leurs ancêtres étaient certainement les plus grands navigateurs de leur temps et ont accompli les voyages les plus extraordinaires, traversant les vastes étendues de leur continent océanique pour coloniser une grande partie du Pacifique. La Polynésie est un monde océan, une terre océan. Cet océan n'est pas ce qui nous sépare sur la planète, mais ce qui nous relie. L'océan était l'autoroute de nos ancêtres.